vais inviter mes délégués généraux, Philippe et Arnaud, à me rejoindre pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez poser. Alors, bonjour, je suis là. Ah, vous êtes autoproclamé premier questionnaire. Exactement. Donc Florian Delambili, News Assurance Pro. J'ai 3 petites questions. La première, c'est concernant la LPS en assurance construction. Je voulais savoir si la FFA travaillait sur ce sujet, sur les dossiers qui sont entre guillemets dans la nature. Est-ce qu'il y a une position de la fédération vis-à-vis des assureurs qui éventuellement pourraient reprendre les contrats? La deuxième, c'est sur la dépendance. Vous avez dit que vous travaillez sur le sujet depuis longtemps. Effectivement, ça fait une bonne dizaine d'années que vous êtes dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment des pistes concrètes? Est-ce que l'amicalité que vous avez avec la FNMF et le CETIP vous amène à avoir une position commune sur les 3 familles sur ce sujet? Et la troisième question vous concerne vous plutôt, Bernard Spitz. Est-ce que vous êtes officiellement candidat à votre succession à la présidence de la FFA? On va commencer par la LPS. Bon, on va poser les questions dans l'ordre. Alors, sur la LPS, oui, évidemment qu'on suit le sujet. On a d'ailleurs même devancé, parce que, si vous voulez, comme on a vu arriver le problème très nettement, notre crainte, c'était que lorsque des questions allaient arriver dans le débat public, parce que forcément elles allaient arriver, on puisse... c'est pas évident de connaître les ressorts de ce dispositif. Et le risque en termes d'image pour les assureurs français, c'est d'être une deuxième fois victime. C'est-à-dire qu'ils sont déjà victimes de concurrence déloyale à travers ce système. Alors en plus... le fait que ça puisse tourner de façon négative risquait de leur valoir à eux le sentiment que c'était eux qui ne tenaient pas leurs promesses. Donc évidemment, on a été alertés, et on a alerté les pouvoirs publics et les pouvoirs publics européens très tôt sur le sujet. Alors, sur l'état actuel du dossier, peut-être Philippe un mot, et puis éventuellement, je ne sais pas si Stéphane voudra compléter. Je vais faire le volet européen, puis je vais laisser à Arnaud le volet national. Sur ce sujet, bien entendu, on est en train de voir avec nos homologues européens. On a ouvert une réflexion au niveau d'Insurance Europe, parce qu'il n'y a pas que le marché français qui soit touché, impacté. Il y a également d'autres marchés, notamment par ce phénomène de l'exercice en libre prestation de services, généralement à partir de places qui sont plutôt moins bien contrôlées que certaines autres places. Et donc là, toute la réflexion, c'est d'abord d'essayer de responsabiliser un certain nombre de superviseurs nationaux sur la nécessité de contrôler l'application des règles nationales lorsque leurs opérateurs exercent dans un autre État membre. Également un échange d'informations entre autorités nationales de supervision sous l'égide, là aussi, de l'OIOPA, l'autorité européenne, car c'est absolument essentiel que cette autorité puisse avoir un rôle dans la coordination et dans la responsabilisation entre les différentes autorités. Ça, c'est sur le volet, je dirais, un petit peu préventif. Il y a également une révision des autorités européennes de supervision dans les 3 secteurs en ce moment, pour lequel, là aussi, il y aura des modifications. Maintenant, indépendamment du volet préventif, il y a un volet curatif, c'est-à-dire lorsque les défaillances sont avérées. Et là, je laisse peut-être à Arnaud le soin de prendre le relais. Alors, sur le plan national, effectivement, on travaille en étroite concertation avec les pouvoirs publics, avec Bercy, à essayer de faire face à la situation des gens qui sont confrontés à un assureur défaillant. Donc vous avez 2 possibilités. Soit c'est un professionnel, genre un plombier, un carreleur, qui a souscrit une assurance de responsabilité civile décennale, et donc l'assureur basé à Gibraltar ou ailleurs est défaillant. Donc il a un problème pour la reprise de ce qu'on appelle le passé inconnu, c'est-à-dire, mettons que depuis 2 ans, il avait souscrit auprès de cet assureur défaillant. Ou alors, ce sont des particuliers, des maîtres d'ouvrage, qui ont souscrit une assurance dommage-ouvrage, et là aussi auprès d'un assureur défaillant. Donc voilà les populations concernées. Donc nos assureurs construction sont bien sûr libres de leur politique de risque, mais l'idée qu'ils ont, c'est de dire, écoutez, si on est prêt à proposer donc une assurance RC décennale au maître d'ouvrage pour le futur, on est prêt à proposer à ce professionnel, au plombier, au carreleur, aussi la reprise de son passé inconnu. On est prêt, on s'engage systématiquement, on lui proposera aussi la reprise du passé inconnu.
Donc après, ça veut dire un effort de la part notamment de cet artisan. Ça veut dire que non seulement il paye ses primes d'assurance pour le futur, bien sûr, mais il est prêt à repayer, mettons pour les 2 dernières années, où il avait déjà payé, mais auprès d'un assureur basé à Gibraltar qui a fait faillite, et donc il faut qu'il fasse l'effort de payer à nouveau. Voilà. Donc voilà, ça veut dire un vrai effort financier de sa part. Mais voilà ce à quoi on travaille en assurance construction. Bon. Alors sur la dépendance, oui, effectivement, ceux qui suivent nos travaux savent qu'on avait beaucoup travaillé. Alors, j'ajoute que les pouvoirs publics avaient eux-mêmes mis le chantier en avant. Et donc le paradoxe, c'est qu'après 2 campagnes présidentielles qui avaient toutes été les 2 marquées sur l'idée qu'il y aurait des grands chantiers sur la dépendance puis qui n'ont débouché sur rien, c'est peut-être le fait de ne pas en avoir parlé qui va déboucher sur quelque chose. En tout cas, on l'espère. Nous, on a travaillé de façon, je rappelais ce qu'était le GAD. Le GAD, Garantie Assurance Dépendance, c'est quelque chose de très, très important, parce que c'était une réponse moderne pour répondre à des formes de garantie qui étaient très, je dirais, très, très hétérogènes, pour dire les choses simplement. Et donc, il fallait que les gens puissent savoir exactement à quoi ils pouvaient s'adresser. En ce qui concerne la fédération, c'est d'ailleurs... Alors, on peut penser... Ces chiffres sont modestes, trop modestes au regard du stock, mais le stock, il était existant. Depuis, on a en gros un contrat sur 2 depuis maintenant quelques années relève du GAD. Et on est en train de moderniser le dispositif pour faire que ce soit encore plus important. Donc, je pense que ce sera le must en la matière, en tout cas que ça servira de référence par rapport à l'évolution des autres contrats. Alors maintenant, oui, on travaille collectivement. Vous savez qu'il y a une concertation qui a été engagée. On a insisté pour en faire partie, et on a travaillé notamment avec la FNMF sur ce sujet, et Arnaud, avec ses homologues, ont présenté ensemble, lors de cette concertation, la proposition collective que les complémentaires santé ont fait. Donc c'est pas... Je veux dire, c'est important de montrer qu'en tout cas, on partage l'approche. Alors Arnaud, tu peux peut-être compléter sur ce que vous avez fait et dit, et sur à quoi on peut s'attendre. Donc on a participé dans le cadre de la concertation LIBO, on était présent dans 2 groupes de travail, financement et prévention. Dans le cadre de l'atelier financement, on ne peut pas dire que les administrations aient été particulièrement ouvertes, ont particulièrement ouvert la porte à nous, assureurs, mais on va faire en sorte que la pertinence de nos propositions les convainc, puisque certains pensent que l'argent public est là, une fois que le remboursement de la CADES aura été fait, CADES qui est alimentée par la contribution qu'on appelle CRDS, contribution pour le remboursement de la dette sociale, et une fraction de CSG. Donc certains pensent que l'argent public est là, et d'autres pensent qu'avec le développement de l'épargne retraite, ça suffira à faire face aux besoins. Nous pensons qu'il y a un vrai besoin de développer l'assurance dépendance, que l'assurance dépendance, elle a sa pertinence non seulement pour des raisons financières, fournir une rente dans le cas du label au moins de 500 € par mois, mais aussi par les services qu'elle apporte dès la mise en place de l'assurance. Des services de diagnostic intellectuel, physique, d'aménagement du logement, en se fondant notamment sur les nouvelles technologies. Voilà. Alors, on a travaillé avec FNMF et CETIP pour essayer de concilier le meilleur des 2 mondes. Et on continue à travailler avec eux techniquement. Vous savez que le monde FNMF est traditionnellement plutôt attaché à des solutions en répartition, qui ont le mérite que les gens sont tout de suite pris en charge. Quand quelqu'un devient dépendant, à ce moment-là, il est tout de suite pris en charge par le système. Mais on peut s'interroger sur la pérennité de ce genre de système, puisque ce n'est pas une accumulation de droits acquis. Et nous, le monde FFA, on est traditionnellement plus attaché à des contrats d'assurance en capitalisation, où les gens cotisent et acquièrent des droits au fur et à mesure. Donc on essaye de travailler à une proposition qui concilierait le meilleur de ces 2 mondes, c'est-à-dire à la fois la répartition et la capitalisation, avec un socle qui couvrirait toute la population, appuyé sur la complémentaire santé. Et puis, pour ceux qui en veulent plus, qui veulent plus de services, une assurance facultative. Donc j'espère que d'ici quelques semaines, on sera en état de vous faire part de cette proposition détaillée. Voilà. Et puis alors, pour votre 3e question, je crois que c'est moi qui dois répondre. Donc, écoutez, fondamentalement, mon mandat, il appartient à mes membres. Alors oui, j'ai effectivement à cœur de poursuivre la mission.
parce qu'elle est passionnante, parce que vous avez vu, j'ai fait la liste rapide tout à l'heure de tous les sujets qui sont devant nous. C'est des sujets extrêmement importants, majeurs pour la profession et je dirais même pour les Français, parce qu'on a une activité parlementaire intense et puis parce qu'on a une année européenne et avec toutes les conséquences qui vont en résulter, qui sont absolument capitales pour notre avenir. Donc voilà, pour toutes ces raisons, mais à la fin, ce qui compte, c'est la confiance de mes membres. Voilà tout. Alors, question suivante. Bonjour, moi j'ai une question sur les catastrophes naturelles qui ont pris beaucoup de place à la fois dans les résultats des assureurs et dans votre présentation ce matin. Vous avez évoqué la réforme du régime, enfin du moins sa modernisation, qui a été promise par le président de la République avant l'été. On arrive bientôt au mois d'avril et je voulais savoir s'il y avait un calendrier un peu plus précis ou du moins quand est-ce que la profession allait formaliser ces propositions. Bon, alors, d'abord, juste en termes de précision, parce que quand le président de la République s'est exprimé à Saint-Martin, vous vous en souvenez, hein, c'était quand il a rendu visite un an après Irma, et d'ailleurs, il m'avait demandé de l'accompagner à cette occasion, donc il a très clairement dit que la réforme devait être engagée dans ses principes, dans son esprit. Il y a une marge de manœuvre, et puis entre-temps, il s'est passé un certain nombre d'événements que je ne qualifie pas de catastrophes naturelles, mais qui ont un petit peu eu des incidences sur les délais et le calendrier, l'agenda parlementaire. Bon, donc il est clair qu'il n'y aura pas un texte de loi prêt dans les 2 mois qui viennent, mais le travail, il est engagé, il a été confirmé, il y a des groupes de réunions interministérielles qui sont engagés. Il faut être conscient quand même il faut avoir un peu de considération pour le travail énorme qui pèse sur un certain nombre d'administrations qui sont concernées par ce sujet, parce que c'est le ministère des Finances qui a le lead que lui a confié le Premier ministre. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur, évidemment, le ministère de la Transition écologique, il y a le ministère de l'Éducation aussi, parce qu'il y aura un volet prévention qui est important. Donc c'est lourd, et en pleine loi Pacte, c'est pas évident de trouver les ressources et le temps de discuter de tout ça. Mais enfin, c'est pas pour dire que le sujet n'est pas engagé, il est très engagé. La profession a des propositions importantes à faire. Il y a un sujet qui est sur la table et qui est assez clair, c'est celui de la question d'intégrer le relogement des sinistrés dans le champ du régime des CatNat. Je dis pour ceux qui ne seraient pas familiers de cette question que lorsque vous avez un régime de catastrophe naturelle qui est proclamé, il s'applique un système universel, c'est-à-dire que tout le monde bénéficie d'un système. Alors après, il y a des formes d'indemnisation qui font intervenir la CCR et tout ça, mais fondamentalement, ça veut dire que les droits de chacun sont les mêmes. Or, pour des raisons historiques, le régime CatNat, encore une fois, il ne faut pas se tromper, hein, c'est un très bon régime. Tout le monde en Europe voudrait avoir la même chose, ils ne l'ont pas. Mais il a des failles. Et l'une des failles, c'est que justement, on n'avait pas mis ce relogement à l'époque dedans. Du coup, il se produit des choses qui sont incompréhensibles pour les gens et qui sont choquantes, je dirais, d'un point de vue de bon sens et d'opinion publique. C'est que vous avez quelqu'un qui va être relogé par son assureur et puis le voisin qui ne l'est pas. Alors, comment voulez-vous expliquer ça ? C'est incompréhensible. Donc, pour régler cette injustice, au fond, ce sentiment d'inéquité, c'est l'idée qui s'est imposée, c'est d'intégrer ce sujet dans le régime CatNat. Donc tout le monde sera couvert de la même façon. Vous avez une illustration concrète d'un sujet qui va quand même toucher très clairement la vie des gens. Après, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont sur la table et sur lesquels on est en train de discuter, notamment autour de la question des franchises, autour de la question de la responsabilisation des acteurs. Vous savez, le problème des CatNat, c'est une illustration concrète d'un sujet, moi, qui m'est à cœur. Je disais tout à l'heure dans mon introduction que la profession s'engageait de façon responsable, mais qu'elle a aussi besoin de faire appel à la responsabilisation de tous les acteurs concernés. Or, qu'est-ce qui compte en matière On sait qu'il y a des zones plus exposées que d'autres, qui d'ailleurs ont connu plus d'épisodes climatiques violents que d'autres. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que ça se reproduise ? Et il y a donc toute une série de mesures de prévention à prendre. Et dans le passé, on avait inventé un système, et ce système n'a pas marché. Le système, c'était de dire, on va faire des pénalités
en termes de franchise, c'est-à-dire que les gens qui, localement, ont eu pendant plusieurs années de suite des catastrophes naturelles et qui n'ont pris aucune mesure concrète pour limiter les dégâts, faire des travaux sur l'accès des eaux, déplacer les bâtiments exposés, enfin bref, ceux qui n'ont rien fait, ils vont payer des pénalités de franchise. Et comme ça, de deux choses l'une, ou bien ils vont être dissuadés par ça, ils vont prendre les mesures, ou bien ils ne vont pas les prendre et leurs électeurs en tireront les conséquences en les dégageant. Le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout. Et que c'est même pire que ça, parce que ces pénalités de franchise ne sont pas du tout ni comprises ni expliquées. Et évidemment, lorsque la municipalité qui s'est rendue coupable d'inaction doit expliquer à ses électeurs pourquoi il y a une pénalité du double ou du triple de la franchise, ils disent rarement c'est parce qu'on n'a rien fait nous. Hein. Donc du coup, personne n'y comprend rien. Au pire, ils disent oui, c'est les assureurs. Et le résultat des courses, c'est que non seulement ça n'avance pas, mais en plus, on expose des gens à subir des conséquences et parfois des victimes. Donc, il faut changer ce système. Cette logique n'est pas la bonne. Et donc, on est en train de discuter du re-engineering de ce dispositif. Donc ça, c'est un autre aspect. Et puis après, il y a eu des évolutions qui sont apparues depuis l'époque, dont on n'était pas forcément conscient, notamment l'émergence du risque sécheresse, qui appelle à d'autres réponses. Alors, ce sont des choses qui sont assez différentes, mais complémentaires. Et l'idée, c'est de partir d'un régime qui aujourd'hui est un bon régime, à en faire un régime excellent, qui soit protecteur des intérêts des individus, qui soit juste et qui soit efficace, sans tomber par ailleurs dans des choses qui sont objectivement, dont on sait qu'elles ne sont pas justes, enfin qu'elles sont inappropriées. Par exemple, avec ce système de pénalité de franchise, vous avez des petits artisans qui se retrouvent avec des pénalités qui sont insurmontables. Et ça, c'est vraiment contraire à l'intérêt général, à l'ordre public. Ce n'est pas l'intérêt des assureurs, c'est l'intérêt de personne. Il faut changer ça. Voilà en gros la philosophie dans laquelle ça se place. Et Arnaud, ce que tu peux dire sur l'état de la discussion? Alors, sur l'état de la discussion, donc, on a évidemment des contacts avec les pouvoirs publics, mais sans doute souhaiteront-ils d'abord lancer une sorte de grande consultation nationale avec les élus locaux, les associations, nous-mêmes, enfin, tous les acteurs qui peuvent être intéressés par une telle réforme. Donc il faut sans doute s'attendre à une concertation qui durera plusieurs mois, ce qui est très bien, bien sûr, en termes de débat public. Et c'est seulement à l'issue de cette vaste consultation auquel nous participerons que, effectivement, un texte de loi sera présenté, donc peut-être juste avant l'été, ou peut-être de l'autre côté de l'été, on verra. En tout cas, sur ce que vient d'indiquer Bernard, il y a un très grand consensus pour essayer de progresser sur ces actions de prévention, c'est-à-dire prévention dès l'école, prévention peut-être par une grande journée nationale de prévention où les maires expliqueraient à leurs administrés ce qui est fait localement, enfin, sur ces grands thèmes, sur cette nécessité d'une meilleure connaissance des risques. Nous, assureurs, nous avons des connaissances, il y a Météo France, le BRGM, il faut qu'on mette ensemble, peut-être dans le cadre de l'Observatoire national des risques naturels, qu'on mette bien ensemble toutes les connaissances scientifiques. On n'a pas en France de cartographie de la grêle ou des tornades, alors que ça existe en Suisse et en Allemagne. Si vous savez où tape la grêle, vous allez renforcer les toitures, donc les normes de construction à cet endroit-là. Donc il y a vraiment des progrès à faire. Et on a bon espoir que vraiment dans les semaines, les mois qui viennent, cette grande consultation nationale va s'engager. Voilà. Oui. Monsieur, puis ensuite Madame au centre. Bonjour, Guillaume Allier du magazine Challenge. Vous avez parlé de 200 millions d'euros versés au titre des actes de vandalisme. Est-ce qu'on sait exactement combien ont été versés pour tout ce qui est lié au mouvement des Gilets jaunes? Et ensuite, à propos des 9 kiosquiers, quel montant a été versé ou va être versé pour ces 9 kiosquiers? Merci. Ouais. 200 millions, c'est l'évaluation de l'ensemble des 4 mois de casse liées aux manifestations que vous avez évoquées. Donc c'est ce chiffre-là qui fait référence aujourd'hui. Mais il faudra l'affiner parce que en fait, la majorité de ce chiffre est portée par les pertes d'exploitation. Et les pertes d'exploitation, elles se mesurent après coup. Mais
En l'occurrence, voilà, ça donne un ordre de grandeur assez significatif. Sur le cas des kiosquiers, si vous voulez, on a souhaité s'en saisir, je dirais, de façon volontariste, parce que, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, il y en a 9. Sur les 9, il y en a 5 qui avaient été entièrement détruits, et 4 autres qui avaient été endommagés dans des conditions plus ou moins variables, et avec un saccage ou des vols ou de la destruction. Bon. Donc, j'en ai parlé avec Deco, puisque vous savez que c'est un système dans lequel il y a des concessions avec la ville de Paris qui sont par Deco, et ensuite les kiosquiers, ce sont des artisans, des exploitants individuels, donc chacun a un contrat d'assurance spécifique, hein, et qui sont variables, avec des compagnies différentes et selon des modalités différentes. Donc l'idée, c'était qu'on a fait vraiment l'effort d'aller dans le détail. On ne peut pas faire ça à chaque fois. Et là, on était dans un cas très particulier, très symbolique, et puis donc avec des gens qui méritaient vraiment qu'on les soutienne. Donc il y a eu un effort collectif. J'ai aussi parlé au ministre de la Culture, hein, de ces questions. J'ai parlé aux responsables du secteur. Donc concrètement, il y a eu un effort de tout le monde. Effort de chez Deco, il y avait des structures, donc vous savez qu'elles ont été remplacées. Hein. C'est aussi un geste fort, montrer qu'il n'y a pas d'intimidation possible. Ensuite, on a commencé à remonter la chaîne des différents kiosquiers pour voir quels étaient leurs différents contrats. Certains avaient, alors je ne sais pas si Stéphane a des précisions à apporter, certains avaient des contrats perte d'exploitation, des assurances perte d'exploitation, donc ils étaient couverts par la perte d'exploitation, d'autres pas. Bon, on va gérer tout ça au cas par cas, puisque c'est un nombre de cas limité, mais on a à cœur de trouver une solution satisfaisante pour chacun des kiosquiers. Madame. Bonjour, Raphaël Karayan de l'Argus de l'Assurance. Il y a une slide intéressante dans votre bilan sur le financement de l'économie. Au moins une. On se rend compte notamment qu'il y a seulement 82 milliards qui sont alloués. Vous pouvez dire laquelle, comme ça on va essayer de la passer, comme ça tout le monde. 54. Voilà. 54 ? Oui, sur le financement de l'économie. Ça, c'est 56 ? Voilà. Ah bon, c'est pas grave. C'est celle-là quand même ? Bah écoutez, oui, c'est ça. D'accord. Sur moi, c'est 54. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si vous avez fait des projections pour évaluer combien les réformes de la loi Pacte pourraient permettre aux assureurs d'investir dans l'économie par rapport à auparavant. Parce que cet argument du financement de l'économie, c'est celui qui revient systématiquement, notamment dans la bouche du ministre de l'économie. C'est l'argument qui revenait aussi pour justifier, entre autres, de ne pas permettre la transférabilité totale de l'assurance vie. Mais au fond, on ne sait pas de quelle sorte de grandeur on parle. Donc, vous me demandez d'avoir une boule de cristal, c'est ça ? Je vous demande si vous avez fait des évaluations. Comme vous avez vu ce qui s'est passé l'an dernier, l'investissement dans l'économie, il repose sur une idée simple. Hein, c'est que plus vous investissez long, plus vous pouvez vous engager sur des investissements risqués. C'est de la bonne gestion, ça s'appelle aussi de la réglementation européenne. Il y a une régulation qui s'appelle Solvabilité 2. Alors, je pourrais faire une menace terrible qui consisterait à vous expliquer ça pendant les 2 heures qui viennent, mais j'ai décidé de ne pas être un tortionnaire, donc on va aller vite. Mais il se trouve que cette législation, elle a pour effet de pénaliser tout ce qui est investissement de long terme. C'est-à-dire les infrastructures, c'est-à-dire les actions, c'est-à-dire tout ce qui reprend. Et je ne parle pas du private equity et du reste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous combattons la chose et que d'ailleurs, avec le ministère de l'économie et avec beaucoup d'autres pays, puisqu'on n'est pas du tout les seuls Français à dire qu'il y a là un échec total de la compréhension à Bruxelles du sujet, donc on combat cette régulation. Et d'ailleurs, on a eu un succès politique pas plus tard qu'il y a 15 jours. Le ministre l'a annoncé lors du sommet franco-italien pour dire que la Commission acceptait, l'AIOPA acceptait de revenir en arrière, de reconnaître que ces critères n'étaient pas les bons. Alors, on n'a pas réglé le problème pour autant, mais c'est majeur, parce que jusqu'à présent, on se heurtait à un mur de rejet pur et simple. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est de ça dont il est question. À partir du moment où on a une régulation qui pénalise
l'investissement à long terme, il faut qu'on en tire les conséquences sur la façon dont est conçu notre dispositif en matière d'assurance vie. Et ce qui favorise l'investissement dans l'économie longue, c'est ce qui permet de favoriser la longueur. Et donc, dans la loi Pacte, qui par ailleurs est un immense dispositif, sur lequel il y aurait là aussi, il y a des tas de sujets qui vont dans tous les sens et qui vont sur des éventuelles projections qu'on peut faire, des effets qui vont dans des sens contraires. Donc la résultante de toutes ces forces, le tout dans un contexte d'environnement économique et financier qui est conditionné par les éléments que j'évoquais tout à l'heure, les taux d'intérêt, la perception des risques financiers, l'évolution des marchés boursiers. Enfin, nous avons une économiste à la Fédération, mais aussi excellente soit-elle, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de répondre précisément, et je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui puisse répondre à ça. Donc fondamentalement, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage l'épargne longue. Comment ? À travers des placements qui sont plus riches en actions. Donc la réforme de la loi Pacte, c'est encourager l'eurocroissance, qui a un contenu en actions supérieures, et c'est favoriser effectivement tout ce qui va dans le sens du financement des actions et de l'obligation. Et on a bien vu que lorsqu'on augmente les investissements, lorsque l'année dernière, le marché a entendu ça et a favorisé les UC, ben ça a fait le résultat que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu 11 milliards de plus en financement dans les actions. Donc ça, c'est très concrètement les questions, l'environnement qui a permis au fonctionnement, à l'assurance vie d'offrir ce fonctionnement. La question de la transférabilité, ça n'a rien à voir. Ou plutôt si, ça a tout à voir à travers à nouveau la régulation. C'est-à-dire que si vous dites, à partir du moment où vous avez un portefeuille qui peut se transférer à tout moment, l'assureur il est obligé de considérer d'un point de vue prudentiel que tout le monde peut le faire. Peu importe si c'est 5, 10, 15 ou 100% des gens qui le font, il est obligé de se considérer comme tel. À partir de là, il est obligé d'avoir des liquidités en face et il ne peut plus investir dans le long terme. Et il ne peut plus investir en actions, il ne peut plus investir rien du tout. Le résultat, c'est que les rendements potentiels de son portefeuille s'écroulent et que c'est la loose pour tout le monde. C'est-à-dire que non seulement les gens bougent, mais ils y perdent. Et l'économie n'est plus financée. Donc, à la limite, ils vont se retrouver au chômage. Donc, si vous voulez, c'est juste une question de différence entre une vision pointilliste et ce qu'est le fonctionnement de l'économie. Donc ça, tout le monde l'a bien compris, et c'est la raison pour laquelle on essaye de trouver le meilleur équilibre possible entre ces besoins de financement et, par ailleurs, l'intérêt des assurés, dont je rappelle que c'est quand même eux qu'il faut mettre en première ligne, et dans leur relation avec les assureurs et le devoir de conseil qui est le leur. Oui. Alors, oui. Oui, Laurent Thévenin, les Échos. Je revenais sur les gilets jaunes. Je veux savoir, de votre analyse, est-ce que la responsabilité de l'État peut être engagée ? Est-ce que des recours contre l'État sont possibles ? Est-ce qu'il y en a déjà dans les tuyaux à votre connaissance ? Philippe, il y a une jurisprudence. Non, mais c'est pas... Le problème, c'est que, oui, évidemment, la réponse est oui, qu'elle peut être engagée. Est-ce qu'elle peut aboutir ? La difficulté, c'est que, oui, votre question, elle généralise. Il s'est passé X événements, à X reprises, dans X lieux, et il n'y a pas une réponse valable pour l'ensemble. Chaque cas est différent. Il a pu se produire à certains endroits des fautes que les tribunaux vont considérer comme étant engageant la responsabilité de l'État. Et le même jour, ailleurs, on ne considérera que pas, et au même endroit, un autre jour, on ne considérera que pas. Tous les cas sont possibles. Maintenant, cette question de la mise en cause de la responsabilité publique, elle a toute une jurisprudence. C'est pour ça que je me tourne vers Philippe, qui est un bon connaisseur. Bon connaisseur, je ne sais pas, mais toujours est-il en effet la mise en cause de la responsabilité de l'État du fait d'émeutes, mouvements populaires, attroupements. Elle est assez, comment dirais-je, compliquée à mettre en œuvre parce que tout va être bien sûr examiné par les juges lorsque les dossiers sont portés en termes à la fois de manifestations, déclarées, non déclarées, de l'intensité, le fait que les forces de l'ordre sont intervenues, pas intervenues dans telles conditions. Donc vous aurez beaucoup de paramètres qui influeront sur les décisions au cas par cas
qui seront prises, puisque je crois qu'on ne peut pas donner de réponse en tant que telle sur « je mets en cause la responsabilité de l'État et je suis certain d'avoir une indemnisation en face ». C'est beaucoup plus complexe. On l'a vu par le passé au travers notamment d'un certain nombre d'événements qui étaient intervenus, pour ceux qui s'en souviennent, dans les émeutes en banlieue en 2005, et pour lesquels un certain nombre d'assureurs, membres de notre fédération, avaient engagé des contentieux à l'époque, lesquels n'ont pas permis, compte tenu des conditions mises par la jurisprudence, d'aboutir. Aujourd'hui, peut-être que les choses sont un petit peu différentes parce qu'on est dans des contextes un petit peu différents. Il faut savoir quand même que du côté des autorités, notamment de la préfecture de police de Paris, celle-ci a mis en ligne un certain nombre de formulaires à destination des victimes, donc des commerces notamment, pour monter des dossiers et donc pour pouvoir éventuellement plaider la responsabilité des pouvoirs publics dans ce type d'événement. Ce qu'il faut dire quand même, qui est important, c'est que ça ne retarde pas pour autant l'indemnisation des... C'est différent. L'indemnisation par les assureurs au regard des conditions, bien sûr, mises par les contrats avec toutes les aspects que ça comporte vont fonctionner. Après, bien sûr, il y aura des recours, notamment y compris des assureurs, une fois qu'ils auront indemnisé leurs victimes auprès de l'État. Mais je crois que c'est un petit peu tôt à l'heure où nous parlons pour savoir exactement ce que les assureurs vont réellement engager. Alors, oui, madame. Oui, bonjour, Carole Mollet, journaliste de Gestion de Fortune. Vous vous félicitez de la collecte en unités de compte, mais tout le monde sait que les unités de compte, c'est des fonds qui sont très différents entre des obligations, des SCPI, des fonds structurés, des actions. Est-ce qu'à la FFA, vous faites les statistiques sur ces différentes catégories? Est-ce que vous pouvez nous les communiquer, si oui? Parce que ça serait intéressant d'avoir ce détail. Non, on n'a pas le retour, je ne sais pas si José peut en dire un mot, mais on n'a pas le retour dans cette précision de détail de la part des adhérents. Donc, je ne sais pas, José, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, bonjour. Au fait, on y travaille, mais ce qu'on a, c'est pour l'essentiel, lorsque vous prenez des UC, c'est des fonds. Vous avez un peu plus de 80% sont des fonds. Donc je ne réponds pas à votre question en disant ça, parce que vous avez des fonds monétaires, non monétaires, et dans les non monétaires, vous avez de l'obligataire, vous avez de l'action. Mais globalement, année après année, lorsqu'on travaille sur le stock et qu'on met en transparence totale les fonds, on a le chiffre qui a été communiqué, à savoir que 50% sont des actions. Merci, José. Alors... Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Nous donnons priorité à ceux qui n'ont pas de poser la question, mais bon, vous avez le micro, allez-y. Bonjour, Grégoire Fenet pour l'AEF. J'aurais trois... Pardon, excusez-moi, je crois que c'était votre voisin. Non, tout va bien. Grégoire Fenet pour l'AEF, j'aurais trois petites questions. Demain, l'Assemblée nationale va examiner une proposition de loi du groupe La République En Marche sur la résiliation à tout moment des complémentaires santé, en arguant notamment que sur le champ individuel, la marge des assureurs justifie un surcroît de concurrence qui permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat des assurés. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette analyse. Par ailleurs, j'aimerais avoir également votre analyse sur la forte hausse des cotisations des complémentaires maladies que vous avez présenté tout à l'heure, de 12 à 12,9 milliards, il me semble. Et enfin, si vous pouviez juste dire un mot sur la page 52, concernant le fort recul des PERP. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir la 52 ? Je ne sais pas si c'est la même pagination. Il y avait 2 pages de décalage tout à l'heure. C'est ça ? Oui. OK. Bon, alors, je dis un mot sur la résiliation. Tu enchaînes, Arnaud, sur le reste. Bon, oui, bah, effectivement, je confirme votre information. Donc c'est un débat qu'on a depuis maintenant quelques semaines. C'est la volonté du Parlement. Donc, c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe parce que l'objectif, on voit bien celui qu'il est. Alors après, je dis que c'est complexe parce qu'on parle de la santé, que la santé, c'est pas... comme, je dirais, des produits, comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme un abonnement téléphonique. Il y a de la viscosité dans la durée, etc. Mais cela étant, je crois que toutes les parties concernées se sont exprimées, et après,
Le Parlement est souverain, hein, donc il y aura ce débat, il y aura des arguments dans les deux sens. Nous, on a communiqué des éléments sur le fond, on a été aux auditions. On n'est évidemment pas les seuls concernés, puisque nos partenaires, la FNMF et du CETIP, le sont bien évidemment. Donc ça s'appelle un débat public. Voilà. Donc on a là-dessus, il peut y avoir des visions différentes. Il y a aussi la question de la façon dont les choses se passent, qui peut être aussi importante que la volonté de faire. Je me rappelle que dans d'autres domaines, quelques années, lorsqu'il y a eu la loi Hamon sur l'automobile, heureusement que nous étions là non pas pour l'encourager, on pensait qu'elle n'aurait pas d'impact considérable, et d'ailleurs, on a eu raison. Mais enfin, c'est un autre sujet. Cela étant, il a fallu qu'on travaille beaucoup. Les assureurs sont des gens légitimistes, et en plus, tout le monde a intérêt, une fois qu'une décision politique est prise, à ce qu'elle fonctionne bien. Donc nous serons des contributeurs pour faire en sorte que le dispositif qui sera mis en place, quel qu'il soit, fonctionne. Parce que rien ne serait pire que quelque chose qui soit à la fois ingérable sur le plan administratif et de la gestion, et qui soit déceptif pour les assurés. Donc notre souci, à partir du moment où la loi sera votée, c'est de faire en sorte que son application soit efficace, utile, et donc permette de faire des progrès, même si les choses se font un petit peu plus vite qu'on aurait souhaité sans doute que ça aille, parce que comme c'est compliqué, un travail préparatoire aurait été bienvenu. Bon. Mais encore une fois, le Parlement est souverain. Sur les autres sujets, la cotisation des complémentaires et la slide 54, Arnaud. Peut-être, on peut, sur votre deuxième question en matière de santé, on peut mettre à l'écran la slide 25, parce que vous posez la question de la progression des cotisations des adhérents de la FFA de plus 7% par rapport à des chiffres marchés qu'on a sur les 9 premiers mois qui est de plus 1%. Donc peut-être qu'est-ce que vous vous interrogez, est-ce que les adhérents de la FFA auraient augmenté leurs tarifs d'une façon absolument considérable? Notre hypothèse est plutôt un gain de part de marché. Vous savez que les adhérents de la FFA ont environ le tiers du marché en complémentaire santé. Donc le fait qu'a priori la croissance des cotisations des adhérents FFA est nettement supérieure à celle du marché semble indiquer un gain de part de marché des adhérents de la FFA. Donc voilà la réponse à votre question. Ensuite, on revient à la slide 54, sur lequel vous vous interrogez sur l'effondrement des souscriptions, des nouveaux contrats PERP. Nous y voyons l'effet de l'année blanche en matière fiscale. Il n'y avait pas d'incitation fiscale l'année dernière, et vous voyez que l'effet a été très net. On peut le regretter, évidemment, puisque on peut dire que cette cotisation en matière d'épargne retraite, elle est pertinente quoi qu'il arrive, mais on voit que quand il n'y a plus d'incitation fiscale, ça a des conséquences très, très nettes. Jacques de Modus, le pavé de l'assurance. Vous êtes un excellent connaisseur de l'Europe. 2019, c'est une année européenne. Depuis maintenant plusieurs années que vous présidez la fédération, on peut dire que vous êtes un assureur. Est-ce que le Brexit peut être une chance pour la place de l'assurance française? Non pas pour l'Europe, hein, mais pour la place de l'assurance française. Oui, de fait, il l'est déjà, dans la mesure où vous avez vu qu'il y a un certain nombre de sociétés qui se sont déplacées de Londres à Paris. Alors, Paris rivalise avec les autres capitales européennes, mais a remporté de beaux succès. Et de ce point de vue-là, c'est un ensemble de mesures qui ont été prises, notamment pour favoriser les impatriés, enfin bref, toutes sortes de choses. Mais enfin, la conséquence, c'est que le marché de l'immobilier à Paris sur les appartements de luxe est en train de connaître un regain inattendu. Bon, oui, bien sûr que c'est une chance. C'est difficile de parler de ça en disant qu'on aurait souhaité. Pour d'autres raisons, on est tous à considérer que ça n'est pas quelque chose de bon pour l'ensemble de l'Europe. Et par ailleurs, je dirais qu'au moment où nous parlons, ce 26 mars à 12h02, rien n'est fait. Et c'est comme pour la boule de cristal tout à l'heure, je serais bien incapable de vous dire ce qui va se passer. Tout peut se passer.
Et on serait à Londres aujourd'hui en train de tenir la même conférence en anglais avec un public londonien et il dirait la même chose. Ce pays est perdu. Politiquement, il ne sait pas trouver la voie. Il va la trouver, bien évidemment. Mais pour l'instant, les choses sont dans une espèce d'incertitude absolue. J'étais, il y a quelques jours, avec Geoffroy Roux de Bézieux, on rencontrait Michel Barnier la veille de la réunion des chefs d'État, et l'incertitude était totale. Donc, les choses ne sont pas écrites. Mais en tout cas, je le disais, la France est le leader sur le continent, en tout cas, Brexit ou pas Brexit. La France est le marché leader, c'est un marché dynamique. Les Français sont présents dans un certain nombre de pays aussi en Europe. Et l'assurance, c'est clairement l'un des sujets forts, des excellences françaises, et je dirais aussi la réassurance. Donc nous avons là encore des marges de progression et une crédibilité très forte en Europe. Je pense que dans tous les vis-à-vis des autres marchés, nos autorités, je dirais que c'est un compliment qui s'étend à l'ensemble de l'environnement. Je crois que notre fédération fait figure de référence en Europe, mais notre autorité de contrôle est tout à fait respectée dans le reste de l'Europe. À Bruxelles, nous avons, je le rappelle, la fédération a un bureau avec une dizaine de personnes. C'est beaucoup plus que la plupart des autres secteurs de l'économie, parce qu'on considère que c'est une priorité. On est présent à Bruxelles, on a un gros travail à Bruxelles, parce que c'est de là que vient l'essentiel de la réglementation. On est sur tous les sujets, à la fois, soit dans l'offensive, c'est sur la question de la régulation, où on ne lâche rien et on ne lâchera rien, mais aussi sur les questions, on fait partie des groupes de travail qui concernent les questions du numérique, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On fait des lois en France, mais globalement, il y aura des réglementations au niveau européen qui vont encadrer le dispositif. Donc il faut être présent pour peser sur ces réflexions dès le départ. Donc oui, c'est une chance, c'est une opportunité qu'il faut que nous sachions saisir, mais je pense qu'on a vraiment toutes les conditions sont remplies pour qu'on puisse la saisir. Oui, bonjour, Gilles Pouzin, deontophi.com. Sur la transférabilité des contrats d'assurance vie, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est définitivement acté dans ce qui sera possible de faire, ou dans ce qui n'est pas encore définitivement acté, comment vous voyez la mise en place de la transférabilité? Et puis, vous évoquiez tout à l'heure le fait que, avec cette transférabilité, les assureurs devraient revoir totalement leur allocation d'actifs pour être 100% liquide afin de faire face aux éventuelles possibilités de transfert, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, que ça devrait réduire la duration des portefeuilles des assureurs. Comment vous pouvez qualifier la différence d'exigibilité ou de risque d'exigibilité de l'assurance vie du fait de la transférabilité par rapport à la disponibilité permanente des contrats d'assurance vie dont on peut retirer théoriquement son argent à tout moment? Non, mais je crois qu'il y a un petit malentendu. On a précisément évité, je disais, le micro était penché, il y a un petit malentendu, on a précisément évité la transférabilité telle que vous l'indiquez, celle qui aurait amené à devoir avoir une liquidité du portefeuille. C'est ça qui était le danger, c'est ça qui aurait été extrêmement négatif pour l'économie, et aussi bien pour l'économie française que pour les assurés. Et ça n'a pas été retenu. Alors vous me demandez qu'est-ce qui va être définitif. Ce serait s'asseoir sur le débat. Je vous rappelle qu'on n'en est qu'à une étape dans le débat parlementaire. Donc je serais bien présomptueux à vous dire de ce qui serait définitif ou ce qui ne l'est pas. Il y a eu une réunion de la commission spéciale, il y a eu un vote qui s'est fait, donc on sait où on en est aujourd'hui, le texte n'est pas définitif, mais l'équilibre, j'ai eu l'occasion de le dire, je le répète, l'équilibre qui a été trouvé est satisfaisant, c'est un équilibre entre les objectifs de souplesse d'une part, mais aussi l'intérêt à long terme et l'équilibre de l'ensemble du secteur. Donc voilà, ni plus ni moins, et pour le reste, moi je ne tiens pas à faire à graver dans le marbre des choses qui sont de la pure dépendance du législateur, qui par ailleurs, vous le savez, c'est ce que la loi a fait, la loi peut le défaire. Donc ce qui est définitif, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un horizon de quand on saurait
Dit différemment, est-ce que vous avez une idée d'un horizon précis quand on saurait ce qui se passerait et les modalités? Je me tourne, alors si vous voulez des horizons sur le Parlement et sur la façon dont ça se passe, je me tourne vers Ariel qui va vous donner une idée sur l'agenda. Non, le micro est là. Hein? Bonjour. L'horizon est suspendu au deuxième temps du retour du texte en lecture au Sénat. Ensuite, il y a toute une partie des mesures qui, comme vous l'avez vu, dépendront du dialogue avec le gouvernement sur le contenu de ce qui est renvoyé par ordonnance. Bon, donc Philippe, là, on n'a pas encore de précision et le gouvernement non plus. Donc c'est un horizon, j'allais dire, de long terme, en tout cas fin de printemps, avril, mai, et puis ensuite le dialogue avec le gouvernement sur la définition précise du contenu des ordonnances. Voilà, donc je ne sais pas si on répond à votre question, mais l'horizon n'est pas immédiat. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Il y a un monsieur là qui est... Après. Non? Ah bah je sais pas, je vous ai vu tendre le bras, c'est pour ça. D'accord. C'est comme dans les ventes aux enchères, le monsieur qui lève la main, on disait c'est vendu. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ah, c'est vraiment une question là, c'est pas le radiateur qu'il faut baisser. Bonjour. Beaucoup d'assureurs ont indiqué, je vais parler des rendements des fonds en euros, ont indiqué qu'ils avaient continué à doter les réserves de participation aux bénéfices. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du niveau qui est atteint par ces réserves et quel serait selon vous le niveau idéal à atteindre? Alors, ça, c'est une question qui répond, dans la réponse, voilà. Ben, merci, bravo pour avoir trouvé tout de suite la bonne slide. Oui, c'est quelque chose qui dépend fondamentalement de chaque compagnie et en fonction de ce qu'est la situation qui est la sienne. Vous savez qu'on se débat dans des injonctions contradictoires. D'un côté, il y a des associations d'épargnants qui souhaiteraient que les rendements soient stimulés par l'apport des provisions. Et puis, vous avez le gouverneur, l'autorité de régulation, qui, chaque année, vous savez que chaque année, on fait la grande réunion européenne de l'assurance. Et donc, chaque année, François Villeroy-de-Galhau vient s'exprimer. Et chaque année, il nous dit qu'il faut faire preuve de prudence, puisque les temps étant incertains, il faut justement faire ces réserves qui permettent d'assurer la sécurité qui est la chose la plus importante pour les épargnants. Donc, c'est au milieu de ces injonctions un peu contradictoires que les assureurs apportent les réponses qu'ils estiment devoir apporter, et ils le font dans des conditions qui seront rendues notamment avec les réformes de la loi Pacte, une transparence totale, et donc permettant à chacun de se positionner. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire, hein, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Arnaud, tu veux... Si on obtient le rendement de 1,8%, c'est bien sûr grâce à la mutualisation, grâce aux générations anciennes, grâce aux vieilles obligations qui permettent d'obtenir ce rendement, alors que, comme le président vous l'a dit tout à l'heure, les taux français à 10 ans sont à 0,35%. Sur votre question précise sur où en sont les réserves des assureurs de la place, on n'a pas de chiffres de la fin 2018, on ne les a pas encore compilés. Il est nécessaire, bien sûr, d'avoir un certain nombre de réserves et de provisions pour faire face notamment au risque de remontée des taux d'intérêt, même si ce risque paraît un petit peu théorique aujourd'hui, mais enfin, un jour, les taux d'intérêt vont bien finir par remonter. Ce jour-là, tout particulièrement si le mouvement était vif, on sera bien heureux d'avoir des matelas de sécurité pour continuer à fournir des rendements sûrs et réguliers aux assurés. Mais je me tourne vers José à mon tour, ou Philippe, on n'a pas de chiffres à fin 2018 là, sur l'état des provisions, réserves de capitalisation, etc. Juste un petit point en passage sur cette slide, on n'a pas dit, mais le chiffre de 1,8, c'est 1,8, c'est pas 1,7. Voilà, je dis ça pour ceux qui s'étonnaient du fait que ça puisse être même inférieur à l'inflation. Ben non. Voilà. Mais bon, petit détail. Pas d'autres questions? Non?
Bien, écoutez, il me reste à vous remercier et à vous donner rendez-vous. On va faire un petit pot amical de l'autre côté de cette porte. Merci en tout cas de votre attention et à très bientôt.